Alors que je déchargeais mes courses dans l'allée, ma cruelle belle-mère, qui n'attendait que ce moment, s'est précipitée sur moi avec sa voiture et m'a percuté. Je me suis retrouvée coincée sous le véhicule, gravement blessée, et j'ai crié à l'aide. Elle m'a laissée seule pendant que j'étais à l'hôpital. Mon cruel mari est venu me voir et m'a offert 50 000 $ pour que je garde le silence sur l'incident. Lorsque la police est arrivée, j'ai courageusement dit la vérité. Je n'aurais jamais pu imaginer ce qui s'est passé ensuite. Je m'appelle Lorraine et pendant des années, j'ai cru avoir une vie parfaite, ou du moins je m'en suis persuadée. J'avais 32 ans lorsque tout a changé, mais cela a commencé bien avant. Et si vous m'aviez posé la question à l'époque, je vous aurais dit que j'étais heureuse. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que je vivais dans une cage. Prétendant que tout allait bien alors que j'étouffais lentement. J'ai rencontré Ethan à l'âge de 26 ans, lors d'un événement communautaire à Aurora, dans le Colorado. Il n'était pas particulièrement charmant ou romantique, mais il avait cette constance dont je pensais avoir besoin. Avant de le rencontrer, j'avais passé quelques années difficiles, travaillant de longues heures dans une société de marketing et naviguant seul dans la vie. Ethan m'a semblé être un havre de paix. Il n'était pas tapa accent Graveleuil, mais on pouvait compter sur lui, du moins c'est ce que je pensais. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans et lorsqu'il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui sans hésiter. J'ai été emportée par l'idée de construire une vie ensemble, une famille, un avenir. Les premières fissures ont commencé à apparaître juste après le mariage. Nous avons emménagé dans la maison des parents d'Ethan, ce qui semblait pratique à l'époque. Sa mère, Victoria, avait insisté sur le fait que cela nous aiderait à économiser de l'argent pour notre propre maison. Ce qu'elle n'avait pas dit, c'est que cela signifiait aussi qu'elle aurait un contrôle total sur nos vies. Victoria était une infirmière à la retraite d'une 60aine d'années et elle avait cette façon de faire passer tout ce qu'elle disait pour une suggestion alors qu'il s'agissait en réalité d'un ordre. Elle disait des choses comme « Lorraine, tu ne crois pas que c'est mieux si tu t'occupes de la cuisine, Ethan travaille si dur, ou tu devrais être reconnaissante qu'Ethan t'ait choisi. » Il aurait pu épouser n'importe qui. Son ton était toujours poli, mais ses mots me piquaient. Ils m'ont fait me sentir petite, comme si je n'étais pas assez bien. Le père d'Ethan, Harold, était plus calme, mais pas meilleur. C'était un entrepreneur à la retraite qui passait le plus clair de son temps à regarder la télévision ou à bricoler dans le garage. Harold ne m'a jamais franchement insulté. Mais il n'avait pas besoin de le faire. Il acquiesçait aux commentaires dépassés de Victoria sur la place de la femme au foyer et son silence en disait long. Ethan, mon mari, l'homme dont je pensais qu'il me soutiendrait, n'a rien fait. Chaque fois que j'essayais de lui parler de ce que ses parents me faisaient ressentir, il le rejetait d'un geste de la main. Ils sont vieux jeux, disait-il. Ne le prenez pas personnellement. J'ai commencé à me sentir prise au piège. J'avais abandonné mon travail pour me concentrer sur notre nouvelle vie. Je pensais que c'était ce qu'une bonne épouse devait faire. Mais chaque jour qui passait, je perdais un peu plus de moi-même. Victoria me dictait tout. Comment je devais faire le ménage, ce que je devais cuisiner, et même comment je devais m'habiller lorsque nous recevions des invités. Harold la soutenait. Et Ethan ? Il s'est contenté de suivre le mouvement. J'avais l'impression d'être étrangère à mon propre mariage, de marcher constamment sur des œufs. D'essayer de répondre à des attentes avec lesquelles je n'étais même pas d'accord. Les années ont passé et les rêves dont Ethan et moi avions parlé, acheter notre propre maison, fonder une famille, ont commencé à s'estomper. Ethan semblait se désintéresser de tout ce qui n'impliquait pas ses parents. Lorsque Victoria ou Harold faisaient des commentaires sur les petits-enfants, Ethan haussait les épaules et changeait de sujet, me laissant seule face à leurs remarques. Je me sentais abandonnée, comme si je portais seule le poids de notre relation. Puis vint le jour où tout a volé en éclats. C'était un matin frais de la fin du printemps. Je déchargeais les courses du coffre de ma voiture, essayant de tout ranger avant de rentrer à l'intérieur. C'est alors que j'ai entendu le moteur. Au début, j'ai pensé que c'était juste quelqu'un qui s'arrêtait dans l'allée. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu la voiture de Victoria se diriger vers moi à toute vitesse. Je me suis figée.
Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé. Elle ne voulait pas, mais elle l'a fait. L'impact m'a projeté au sol, me coinçant sous la voiture. La douleur a été immédiate et écrasante. Je pouvais à peine respirer, et encore moins bouger. Victoria n'est pas sortie pour m'aider. Elle ne s'est même pas arrêtée. Au lieu de cela, elle a paniqué, a fait marche arrière et a démarré en trombe. Je suis restée allongée, les courses éparpillées autour de moi, cherchant de l'air et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé ensuite, si ce n'est qu'un voisin a dû me voir et appeler à l'aide. L'instant d'après, je me suis retrouvée à l'hôpital. Entourée de lumière vive et de machines qui bipaient. Mon corps me faisait mal partout et mon esprit s'emballait. Pourquoi Victoria avait-elle fait cela? S'agissait-il d'un accident ou de quelque chose de plus grave? Je voulais des réponses, mais elles ne venaient pas. Puis Ethan est arrivé, et pendant un instant, j'ai cru que j'allais trouver un peu de réconfort. Je pensais qu'il me tiendrait la main, qu'il me dirait que tout irait bien. Au lieu de cela, il s'est assis à côté de moi, le visage pâle, et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Lorraine, a-t-il commencé, d'une voix basse et pressante. Maman a eu peur. Elle a paniqué. Tu ne peux pas dire à la police qu'elle t'a frappé. Dis simplement que tu es tombé. Nous te donnerons 50 000 $ pour couvrir tout ce dont tu as besoin, d'accord? Mais n'en fais pas toute une histoire. Mon mari, l'homme en qui j'avais confiance, essayait d'acheter mon silence. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il n'était pas là pour me soutenir, ni pour m'épauler. Il était là pour protéger sa mère, pour tout balayer sous le tapis comme si cela n'avait pas d'importance. Comme si je ne comptais pas. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Toutes les années de silence, à ravaler ma douleur, à prétendre que tout allait bien, tout est revenu à la surface. J'ai regardé Ethan et j'ai réalisé que je ne pouvais plus le faire. Je ne pouvais pas mentir pour eux. Je ne pouvais pas protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais j'étais sûre d'une chose. Je n'allais pas rester silencieuse. C'est là que tout a commencé. Le combat pour ma vie, pour ma vérité. Et laissez-moi vous dire que ça n'a pas été facile. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la détermination. Je n'étais plus seulement Lorraine, l'épouse tranquille et soumise. J'étais Lorraine, la femme prête à se battre. Je suis restée allongée dans ce lit d'hôpital, les mots d'Ethan résonnant dans mon esprit. N'en fais pas toute une histoire. Son ton était décontracté, mais sa signification ne l'était pas. Il voulait que je mente, pour protéger sa mère, pour protéger l'image de leur famille parfaite. Et ces 50 000 $ qu'il a agités devant moi comme une carotte? Ce n'était pas de la gentillesse. C'était un pot de vin, un prix à payer pour mon silence. Je ne lui ai rien dit à l'époque. Je n'ai pas pu. Ma gorge était sèche, mon esprit était envahi par la colère et la trahison. Il est parti peu après, le visage tendu, en disant qu'il reviendrait plus tard pour discuter. Mais je savais déjà ce qu'il dirait. Ethan essaierait de déformer la situation. De faire croire que je n'étais pas raisonnable. Après son départ, la pièce est restée étrangement silencieuse. Je fixais le plafond, essayant de tout assimiler. Les actions de Victoria. La trahison d'Ethan. Toutes les années pendant lesquelles j'avais subi leur contrôle et leur traitement. C'était comme si une digue s'était rompue. Pendant des années, je m'étais convaincue que les choses n'allaient pas si mal. Mais maintenant, allongé là, le corps meurtri et douloureux, je ne pouvais plus le nier. Il ne se souciait pas de moi. Pas Victoria. Ni Harold. Et même pas Ethan. L'homme qui avait juré de m'aimer et de me protéger. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un médecin est venu me voir. Il s'est présenté comme étant le docteur Michael Carter. Et elle a dû voir l'expression de mon visage, car il s'est arrêté et a pris une chaise à côté de mon lit. Lorraine, dit-il doucement, tu as l'air d'avoir beaucoup de choses en tête.
Veux-tu en parler? Je ne sais pas pourquoi je me suis ouverte à lui, mais je l'ai fait. Peut-être était-ce la gentillesse dans sa voix, ou la façon dont il semblait sincèrement se soucier de moi. Je lui ai tout raconté. Comment Victoria m'avait frappé, comment Ethan voulait que je mente, à quel point je m'étais sentie piégée dans mon mariage. Lorsque j'ai terminé, des larmes coulaient sur mon visage. Le docteur Carter ne m'a pas interrompu, ne m'a pas jugé. Il m'a simplement écouté. Lorsque j'ai eu terminé, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Lorraine, je sais que tu as l'impression d'être dépassée par les événements, mais tu n'as pas à y faire face seule. Ce qui t'est arrivé n'est pas seulement une erreur, c'est un crime. Et tu as le droit de te défendre. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que quelqu'un était de mon côté. Quelqu'un me voyait vraiment. Et ne pensait pas que j'exagérais. Le docteur Carter m'a encouragé à parler à la police, à lui dire la vérité sur ce qui s'était passé. Il m'a même proposé de me mettre en contact avec un conseiller qui pourrait m'aider à digérer tout cela. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon corps me faisait mal, mais ce n'était rien comparé à la douleur de mon cœur. Je n'arrêtais pas de repasser l'accident dans ma tête, la façon dont Victoria avait filé comme si je n'étais rien, comme si je n'avais aucune importance. La trahison d'Ethan, sa volonté de mentir, de couvrir ce que sa mère avait fait, était plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Je savais que je devais prendre une décision. Rester silencieuse et les laisser s'en tirer, ou me défendre et risquer de perdre tout ce que je pensais avoir. Le lendemain matin, j'ai fait mon choix. Lorsque le policier est venu prendre ma déposition, j'ai tout raconté. Je lui ai raconté comment Victoria m'avait frappé alors que je déchargeais des courses, comment elle était partie sans s'arrêter et comment Ethan avait essayé de me soudoyer pour que je mente. L'officier, l'inspecteur James Rollins, m'a écouté attentivement, en prenant des notes. Il m'a posé des questions sur les détails de l'accident et, pour la première fois, j'ai eu l'impression de contrôler la situation. Je n'étais plus une simple victime, j'agissais. Plus tard dans la journée, ma voisine, Rachel, est venue me rendre visite. Rachel et moi n'étions pas particulièrement proches avant cela, mais elle avait toujours été gentille. Lorsqu'elle a appris ce qui s'était passé, elle était furieuse en mon nom. Lorraine, a-t-elle dit, j'ai des caméras de sécurité qui donnent sur l'allée. J'ai peut-être des images de ce qui s'est passé. Mon cœur s'est emballé à ces mots. Cela pouvait-il être vrai? Pouvait-on vraiment avoir des preuves que Victoria m'avait frappé volontairement? Rachel n'a pas perdu de temps. Elle et son mari ont examiné les images et ont trouvé exactement ce dont nous avions besoin. Et la vidéo montrait la voiture de Victoria fonçant sur moi, l'impact et sa fuite rapide. Lorsque Rachel me l'a montré, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de soulagement, de colère et un regain de détermination. J'ai remis les images à l'inspecteur Rollins, qui m'a assuré qu'elles seraient cruciales pour monter le dossier contre Victoria. Mais le combat était loin d'être terminé. Quelques jours plus tard, Ethan est revenu à l'hôpital. Son attitude était différente cette fois, moins confiante, plus désespérée. Lorraine, tu dois réfléchir à ce que tu fais, dit-il en faisant les 100 pas dans la chambre. Si cette affaire est portée devant les tribunaux, la vie de ma mère sera ruinée. Veux-tu vraiment détruire cette famille? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Même après tout, Ethan ne me considérait toujours pas comme une personne digne de se battre pour eux. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, ta mère a essayé de me tuer, Ethan. Et au lieu de me soutenir, tu as essayé d'étouffer l'affaire. Cette famille s'est détruite au moment où tu l'as préférée à moi. Elle n'a pas eu de réponse. Il est resté là, stupéfait, avant de quitter la pièce en claquant la porte. J'ai su alors que mon mariage était terminé. Il n'y aurait pas de retour possible. Le docteur Carter est venu me voir régulièrement, m'offrant non seulement des soins médicaux, mais aussi un soutien émotionnel. Il m'a rappelé que j'étais plus forte que je ne le pensais, que j'avais le droit de me battre pour la justice. Grâce à ces encouragements, j'ai commencé à entrevoir un avenir. Une vie où je n'étais pas sous la coupe de Victoria.
Où je n'étais pas réduite au silence par l'indifférence d'Ethan. Le dossier contre Victoria s'étoffait, et les vidéos étaient accablantes. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait pour moi de récupérer ma vie, ma voix. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais j'étais prête à faire le premier pas. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Chaque jour, je me rappelais ce qui s'était passé, non seulement l'accident, mais aussi les années de contrôle, de manipulation et de trahison qui y avaient conduit. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne voulais pas me cacher. J'en avais assez de prétendre que tout allait bien. J'en avais assez de protéger des gens qui ne se souciaient pas de moi. J'étais prête à me battre. L'inspecteur Rawlins m'a tenu au courant de l'enquête. Les images des caméras de sécurité de Rachel étaient cruciales. Elles montraient tout. Et la voiture de Victoria fonçant sur moi, l'impact, et sa fuite sans même ralentir. Quand je l'ai regardée, j'ai eu mal au ventre, mais je me suis aussi sentie justifiée. Il n'était plus possible de nier la vérité. Pas pour Victoria. Pas pour Ethan. Ni pour personne. Et la police a emmené Victoria, Harold et Ethan pour les interroger. Victoria a essayé de faire semblant d'être surprise, comme si elle n'avait aucune idée de la raison de sa présence. C'était un accident. Elle insiste, la voix tremblante. Je ne voulais pas la blesser. Mais la vidéo ne ment pas. Elle montrait ses actes imprudents pour ce qu'ils étaient. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Harold est resté assis en silence, comme il l'a toujours fait, refusant de regarder quiconque dans les yeux. Et Ethan a essayé de tout justifier. J'essayais de protéger ma famille, dit-il, la voix fêlée. Je ne voulais pas que cela devienne incontrôlable, que l'on pense que c'était moi qui gonflais les choses, qu'il n'était pas complice de la dissimulation d'un crime. Lorsque je les ai confrontés lors de l'interrogatoire, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. De la colère, bien sûr. De la colère parce qu'il m'avait fait du mal, m'avait trahi, m'avait écarté. Mais il y avait aussi de la tristesse, un profond chagrin pour ce qui aurait pu être. J'avais aimé Ethan. J'avais cru en lui. Mais maintenant, debout devant lui, je me suis rendu compte que je ne reconnaissais même pas l'homme que j'avais épousé. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait? Lui ai-je demandé, d'une voix posée mais ferme. Ta mère aurait pu me tuer, Ethan. Et au lieu de me soutenir, tu as choisi de la protéger. Tu as essayé de me soudoyer. Tu as essayé de me faire taire. Comment peux-tu appeler ça de l'amour? Ethan n'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder le sol, l'épaule affaissée. Pendant un instant, j'ai cru lire du regret dans ses yeux. Mais cela n'avait plus d'importance. Les regrets ne changeraient pas ce qu'il avait fait. Les regrets n'effaceraient pas la douleur qu'il avait causée. Les accusations sont arrivées rapidement après cela. Victoria a été arrêtée pour tentative de meurtre et fuite de la scène de crime. Ethan est accusé de complicité et Harold d'obstruction à la justice. Lorsque la nouvelle est tombée, toute la ville était sous le choc. Les personnes qui avaient autrefois respecté la famille sont scandalisées. Le nom de Victoria, autrefois associé à des événements caritatifs et à des clubs sociaux, est devenu un symbole de trahison et de cruauté. Ethan, qui avait toujours semblé si stable et fiable, est devenu un lâche. Pendant tout ce temps, je me suis appuyée sur les personnes qui se souciaient vraiment de moi. Rachel et son mari ont été une source constante de soutien, m'offrant un espace sûr pour me rétablir et me reconstruire. Et puis il y a eu le Dr Carter. Michael, comme il m'a demandé de l'appeler, est devenu plus que mon médecin. Il est devenu un ami, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui me rappelait ma propre force lorsque j'avais envie d'abandonner. Lorraine, m'a-t-il dit un jour après une rencontre particulièrement émouvante avec la police, tu as vécu l'enfer, mais tu l'as géré avec plus de grâce et de courage que la plupart des gens ne pourraient jamais le faire. Ne les laisse pas t'enlever le sens de ce que tu es. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ces mots sont restés en moi. Ils sont devenus un mantra. Un rappel que je n'étais pas seulement une victime.
J'étais une survivante. À eu début de la procédure judiciaire, j'ai pris une autre décision. J'ai demandé le divorce. Je ne pouvais pas sauver mon mariage, pas après tout ce qui s'était passé. La trahison d'Ethan n'était pas seulement liée à l'accident. C'était aussi des années passées à ignorer mes sentiments, à prendre le parti de ses parents, à me laisser me débrouiller toute seule. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je n'en avais pas envie. Le divorce a été difficile, mais je m'en moquais. Je ne me battais pas pour de l'argent ou des biens. Je me battais pour ma liberté. Et lorsque les papiers ont finalement été signés, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Mais même si je commençais à aller de l'avant, le procès se profilait à l'horizon. Je savais qu'il ne serait pas facile d'affronter Victoria, Harold et Ethan au tribunal. Je savais qu'ils essaieraient de déformer l'histoire, de me dépeindre comme trop dramatique ou vindicative. Mais je savais aussi que la vérité était de mon côté. Et j'étais prête à me battre pour elle. Avec le recul, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à guérir. Non pas lorsque j'ai décidé de me battre, mais lorsque j'ai réalisé que je pouvais le faire. Quand j'ai réalisé que j'avais la force de me défendre, de demander justice, de reprendre ma vie en main. Et il ne s'agissait plus seulement de l'accident. Il s'agissait de tout ce qu'il m'avait pris et de tout ce que j'étais déterminée à reprendre. Le jour du procès est arrivé plus vite que prévu. Je suis entrée dans la salle d'audience le cœur battant, mais la tête haute. C'était le moment que j'attendais, le moment où j'allais enfin faire face à ceux qui m'avaient fait du mal et demander justice. Victoria, Harold et Ethan étaient assis à la table des accusés. Leurs visages sont un mélange de défi et de peur. Ils évitaient mon regard, mais je m'en moquais. Je n'étais pas là pour chercher des remords. J'étais là pour dire ma vérité. L'accusation a tout mis à nu. La vidéo de la caméra de sécurité de Rachel, les rapports médicaux et mon témoignage sur les tentatives d'Ethan de me soudoyer pour me faire taire. Chaque détail donnait une image claire de ce qui s'était passé ce jour-là et des années de manipulation que j'avais endurées. Lorsque les images de Victoria me frappant ont été diffusées au tribunal, la salle est restée silencieuse. Le bruit de l'impact, mon corps heurtant le sol et la voiture de Victoria s'éloignant à toute vitesse, c'était indéniable. Victoria a essayé de garder son air de contrôle habituel. Mais il a craqué sous le poids de la preuve. Elle a prétendu que c'était une erreur de ne pas m'avoir vu. Mais les images montraient le contraire et ses paroles sonnaient creux. Harold, comme toujours, est resté silencieux, sa culpabilité se lisant sur son visage. Ethan a tenté de se justifier en disant qu'il essayait de protéger sa famille, mais ses excuses sont tombées à plat. La vérité était étalée au grand jour. Lorsque ce fut mon tour de parler, je me suis présentée devant la salle d'audience et j'ai raconté mon histoire. Je ne me suis pas retenue. J'ai parlé de l'accident, certes, mais aussi des années de violence psychologique et de négligence que j'avais endurées. J'ai parlé du poids de la vie sous le contrôle de Victoria, du silence complice d'Harold et de la trahison constante d'Ethan. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé ce jour-là. Ai-je dit? La voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. Il s'agit d'un modèle de cruauté et de mépris. Il s'agit d'une famille qui a choisi de se protéger au détriment de ma sécurité, de ma dignité et de ma vie. À l'annonce du verdict, j'ai senti une vague de soulagement m'envahir. Victoria a été reconnue coupable de tentative de meurtre et de fuite de la scène de crime. Harold a été reconnu coupable d'obstruction à la justice et Ethan a été reconnu coupable de complicité. Victoria a été condamnée à une longue peine de prison, Harold a été assigné à résidence et Ethan a été condamné à 3 ans de prison. Ils ont essayé de me contrôler, de me faire taire, mais la vérité a fini par l'emporter. Après le procès, j'ai commencé à reconstruire ma vie sérieusement. Le divorce a été prononcé et j'ai emménagé dans un petit appartement confortable, mon premier vrai foyer depuis des années. Rachel et son mari sont devenus comme une famille pour moi. Leur soutien étant inébranlable. Et puis il y a eu Michael, le docteur Carter, l'homme qui avait été là pour moi dans mes moments les plus sombres, est devenu une partie encore plus importante de ma vie.
Ce qui n'était au départ qu'une amitié s'est transformé en quelque chose de plus profond. Michael était d'une gentillesse, d'une patience et d'une compréhension que je n'avais jamais connue. Il n'a pas essayé de me réparer ou de précipiter ma guérison. Il s'est simplement tenu à mes côtés, me rappelant que j'étais capable de me débrouiller seul. 1 an après le procès, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie intime, entourés de personnes qui se souciaient vraiment de nous. Ce n'était pas un événement grandiose, mais c'était parfait parce qu'il était rempli d'amour et d'espoir. Aujourd'hui, alors que je suis assise ici à raconter mon histoire, j'ai l'impression d'être une personne différente. La Lorraine qui est entrée dans la vie d'Ethan il y a quelques années n'est plus là. À sa place, il y a quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui refuse de se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Il m'arrive encore de penser à Victoria, Harold et Ethan, non pas avec colère, mais avec le sentiment d'avoir tourné la page. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils vivent avec les conséquences. Quant à moi, je vis ma vie, libérée de leur contrôle, entourée d'amour et de soutien. J'ai appris que la trahison ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est la façon dont vous vous relevez après avoir été mis à terre. C'est mon nouveau départ, et je ne pourrais pas en être plus reconnaissante.